Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 69 du 10 février 2025. Très heureux de vous retrouver. Je suis extrêmement occupé pour l'instant parce que depuis que j'ai récupéré ma santé, ça m'a permis de me remettre en route pour reprendre la production des vidéos de l'Académie de la Santé Intégrale, mais aussi depuis ce samedi 8 février, j'ai mis en ligne une première vidéo de formation gratuite à propos de la dynamique des relations. Et vous vous souvenez qu'il y a un an exactement, je vous proposais dans Déchirer les voiles un aperçu de mes travaux en dynamique relationnelle systémique et je vous expliquais un peu quelle était la nature des jeux de pouvoir interpersonnels, mais aussi quels étaient les critères qui nous permettaient de repérer la présence d'une tentative de jeu de pouvoir et l'existence de jeux de pouvoir interpersonnels. Et vous avez été extrêmement nombreux à apprécier cela. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, c'est que à partir d'aujourd'hui, en fait c'est à partir de samedi dernier, vous allez pouvoir bénéficier de 5 vidéos gratuites de formation d'1 heure chacune à peu près, donc ça va vous faire 5 heures de formation d'ici le 5 mars prochain, à l'occasion de la réouverture de l'Académie des relations authentiques. Donc en fait, nous allons prendre les inscriptions dans le programme approfondi de l'Académie des relations authentiques à partir du 5 mars. Mais avant cela, j'offre les 5 premières vidéos de formation de ce programme approfondi. Donc en fait, ceux qui veulent s'inscrire, évidemment, ils vont suivre ces vidéos, mais ceux qui n'ont pas l'intention de s'inscrire, et ça fait peut-être partie de votre réalité, eh bien, vous allez quand même avoir l'opportunité de suivre une formation sur, je dirais, tous les ressorts inconscients des relations interpersonnelles et de la communication interpersonnelle. Donc en fait, moi je ne peux que vous encourager à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, mais qui s'affiche également à l'écran. Vous voyez que c'est un lien extrêmement simple à retenir. C'est bit.ly, bit.ly/ARA03, donc Académie des relations authentiques, et c'est la 3e cohorte que nous lançons. Donc vous n'avez absolument aucun engagement, il n'y a aucune obligation, mais moi, je vous recommande quand même d'aller voir ces 5 vidéos de formation et de vous former gratuitement. Et ceux que ça intéresse, évidemment, vous pourrez vous inscrire pour le programme qui, lui, dure 18 mois. Voilà. Donc, ça, c'était la petite annonce publicitaire que je voulais faire. En toute transparence, je vous rappelle quand même que mon indépendance d'esprit et mon indépendance d'action depuis toujours tient au fait que je gagne ma vie sans dépendre de qui que ce soit. Je ne dépends pas de sponsors, je ne dépends pas de publicitaires, je ne dépends pas d'un patron, je ne dépends pas de banque, je dépends simplement de ma force de travail qui est développée avec l'aide de mon équipe. Voilà, donc je ferme ma parenthèse, mais je pense que c'était important de préciser ces choses-là. Donc, je n'ai aucun problème à vous annoncer que, effectivement, je mène une opération commerciale qui va démarrer maintenant et qui va se terminer aux alentours de la mi-mars pour accueillir quelques centaines d'étudiants qui vont cheminer avec moi au sein de l'Académie des relations authentiques. Et les autres, eh bien, profitez des vidéos gratuites que je mets à votre disposition. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous souvenez ce que je vous ai raconté l'année dernière à propos des jeux de pouvoir, je vous disais qu'un des critères de repérage des jeux de pouvoir, c'est la présence d'une distorsion entre le message explicite et le message implicite. Et je vous avais dit aussi que une des stratégies qui est utilisé très souvent dans les jeux de pouvoir, c'est le clivage, c'est-à-dire de
je dirais, de polariser la réalité de façon artificielle, de telle sorte que on va avoir, comme dans un théâtre de marionnettes, the bad guy d'un côté et the good guy de l'autre. Et on va même amplifier the bad guy, qui est évidemment un acteur qui est payé et qui est engagé par les marionnettistes qui sont à la manœuvre du gouvernement mondial, ou en tout cas de ce futur gouvernement totalitaire mondial. Mais ces gens sont aussi bien traités financièrement et aussi bien payés que les good guys qui vont gagner les élections. Regardez ce qui s'est passé en France avec la polarisation depuis plusieurs élections présidentielles, où en fin de compte, pour le deuxième tour, on se retrouve à chaque fois avec le Front National d'un côté, le bad guy ou the bad girl, et de l'autre côté, on a le candidat restant que l'on va élire finalement par défaut. Ça a été le cas avec Sarkozy, ça a été le cas avec Hollande, ça a été le cas avec Macron à 2 reprises. Bien. Et c'est intéressant de revenir sur cette notion de clivage, parce que depuis quelques jours, je me documente beaucoup sur ce qui se cache derrière la stratégie de Trump et d'Elon Musk. Et plus je me documente, plus je me rends compte que j'ai eu raison depuis 2020 de vous avertir sur le fait qu'il ne fallait pas espérer un sauveur providentiel, et que je vous ai répété à plusieurs reprises que je me méfiais comme de la peste de Donald Trump et de Elon Musk. Bien. Alors, je vais prendre cet exemple-là pour vous montrer comment, non seulement nous avons été manipulés en tant que population, mais comment aussi la plupart des lanceurs d'alerte ont été non seulement manipulés, mais ont été instrumentalisés par le grand marionnettiste qui était là au-dessus. Et vous allez voir à quel point les choses sont subtiles. Et ça, ce sont des choses que je pressentais, mais que je n'avais pas encore été capable de nommer et sur lesquelles je n'avais pas été capable de mettre des mots. Et là, j'ai eu mon haha moment, comme disent les Américains, et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, donc, suivez-moi parce que je vais vous décrire ce que nous avons vécu depuis 5 ans avec la crise Covid, et vous allez voir à quel point c'est diaboliquement subtil et diaboliquement intelligent comme stratégie. Alors, je vais revenir sur ce que je vous avais dit la semaine dernière dans l'épisode numéro 68, où je vous disais, finalement, tout ce qui s'est passé dans la crise Covid depuis 5 ans, et je fêtais à ce moment-là le 5e anniversaire de mon engagement militant autour de cette crise Covid, et je vous disais, finalement, il y a quand même beaucoup de choses positives qui nous sont arrivées grâce à cette crise, et entre autres, il y a énormément de choses qui étaient voilées et cachées à nos yeux, qui se sont révélées. Et je vous ai rappelé au passage que c'était un peu l'intention de cette série déchirer les voiles, parce qu'on déchire les voiles qui obscurcissent la vérité et qui nous permettent enfin de voir la vérité. Et en écoutant plusieurs émissions cette semaine à propos de Donald Trump, en regardant aussi des extraits de ses déclarations de ces derniers jours, c'est là où j'ai compris que les choses sont beaucoup plus profondes que je ne l'imaginais. Parce que finalement, oui, je vous ai dit, plein de choses, grâce à la crise Covid, plein de choses nous sont apparues en plein jour, des choses que nous ignorions jusque fin 2019. Sauf les quelques personnes qui étaient déjà un petit peu éveillées. Et je pense que j'en faisais partie, puisque si je regarde les thèmes
que j'avais traité entre juillet et décembre 2019 ou même janvier 2019, eh bien, en fait, et si vous allez voir sur ma chaîne privée, vous allez vous rendre compte que je vous parlais déjà d'opérations sous fausse bannière, je vous parlais déjà de la fraude scientifique, de la fraude vaccinale, je vous parlais du mensonge des médias, de la manipulation des masses, etc. Donc en fait, je savais déjà tout ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est à quel point nous sommes dans un jeu de miroir à l'infini. L'image qui m'est venue en préparant cette émission, c'est l'image d'un oignon. Vous savez, on utilise l'oignon très souvent comme une image pour dire que finalement, on peut enlever une couche d'oignon, il y a encore une autre couche d'oignon, puis quand on enlève l'autre couche d'oignon, il y a encore une autre couche d'oignon, etc. Et c'est là que j'ai raté quelque chose dans ma réflexion depuis plusieurs années, c'est que je vous ai dit encore la semaine dernière, mais en fait, cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires ont multiplié les erreurs parce qu'ils étaient pressés, parce que le rythme s'accélérait, et là, ils ont été finalement obligés de dévoiler une partie de leur jeu, et finalement c'est une excellente chose. Hein. Si je reprends la liste, en fait nous avons depuis 2020 maintenant beaucoup de révélations sur les fraudes de Big Pharma. Nous avons été exposés de façon très claire au wokisme, au transgenrisme, au transhumanisme. Nous avons découvert avec horreur l'existence des réseaux pédocriminels avec l'affaire Epstein, avec l'affaire P. Diddy. Nous avons eu les preuves du fait que le satanisme se trouve un peu partout au sein de l'élite mondiale. On s'est rendu compte que finalement les soi-disant philanthropes étaient des gens extrêmement intéressés qui, lorsqu'ils font une donation quelque part à un pays pour qu'ils achètent par exemple des vaccins, je pense à la fondation Bill et Melinda Gates, en réalité, s'ils donnent 1 milliard, ils vont récupérer 20 milliards sur le côté. Parce qu'ils ont par ailleurs, avec leur fondation, des participations dans les compagnies pharmaceutiques qui vont vendre les vaccins aux pays à qui on a donné de l'argent. Bon. Donc le philanthrocapitalisme, nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que c'est une véritable arnaque et c'est un miroir aux alouettes. Qu'est-ce que nous avons découvert aussi? Nous avons découvert l'influence du Forum économique mondial avec le Great Reset. Nous avons aussi découvert à quel point finalement, sous le couvert du capitalisme, en réalité, on est en train d'installer un régime communiste. Bref. Et tout ça, on pourrait dire, waouh, c'est génial. Là, on a vraiment découvert les voiles du mensonge, de la réalité, et on va s'acharner et on va lutter pour déchirer ces voiles. J'ai de l'humour de moi, hein, heureusement. On va déchirer les voiles du mensonge, de la propagande, de la manipulation, pour faire éclater enfin la vérité. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être déterminés de mettre fin à tout cela. Sauf que, regardez ma main, ça, c'est les voiles, le voile ou les voiles qui se sont révélés entre 2020 et 2025. Et on s'est dit, là, on va accéder à la vérité. Et donc, si on est capable de complètement déchirer les voiles et de finalement mettre par terre toute cette saloperie, nous allons retrouver la paix, la vérité, la bienveillance, l'humanité, etc. Ça va être enfin fini, tout ce régime totalitaire, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière ce voile, il y avait un autre voile. Ce qui fait que pendant que nous nous acharnons à déchirer ce voile-ci, il y a déjà un autre voile qui est bien plus profond, qui est bien plus subtil, que pratiquement personne ne voit,
et nous sommes tous leurrés par le fait de dire « Victoire, nous avons découvert la vérité. Victoire, nous avions raison. Victoire, vous voyez ce que nous disions depuis 5 ans, eh bien nous avions raison. » Je reprends les termes de beaucoup de lanceurs d'alerte qui disent « Regardez, on avait raison. » Alors, je vais vous donner un exemple très, très rapide. Depuis 2020-2021, beaucoup de lanceurs d'alerte, et j'en ai fait partie, ont dit « Ah ben regardez, le virus qui s'est répandu à travers le monde s'est échappé d'un laboratoire P4 de Wuhan et on a investi énormément de temps pour essayer de voir qui était le financier derrière le laboratoire P4 de Wuhan. On s'est rendu compte qu'il y avait une complicité de la France. Donc on a essayé de regarder qui était derrière ce laboratoire. On a essayé de comprendre si la fuite était une fuite volontaire ou une fuite accidentelle. Tout ça. Alors que, à cette époque-là, le voile du mensonge, c'était de dire que c'était un pangolin qui avait couché avec une chauve-souris. Et donc, quand cette thèse officielle du pangolin qui couchait avec une chauve-souris s'est effondrée, au départ, les médias mainstream ne l'ont pas reconnu tout de suite. Et ils ont continué à dire non, 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 c'est une infection virale, etc. Et, en fait, derrière le laboratoire P4 de Wuhan, il y avait une autre couche qui était, mais en réalité, c'était une arme bioterroriste, c'était une arme bio-nanotechnologique de destruction massive. Mais ça, c'était une couche qui était encore beaucoup plus profonde. Et une fois que la thèse du pangolin et de la chauve-souris a volé en éclats partout dans le monde, y compris au niveau des médias mainstream, finalement, les médias mainstream commencent à dire « Oui, bon, ok, d'accord, oui, c'est vrai, c'est probablement une fuite du laboratoire P4 de Wuhan. » Et on a eu un rapport de la commission parlementaire états-unienne qui reconnaît, oui, effectivement, on vous a menti, eh bien, c'était le travail sur les gains de fonction au niveau du laboratoire P4 de Wuhan. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que là, beaucoup de lanceurs d'alerte dont je ne fais pas partie parce que entre-temps, j'ai étudié d'autres choses au niveau de la virologie et c'est là que je me suis rendu compte que les virus, ça n'existe même pas et que faire des gains de fonction sur quelque chose qui n'existe pas, c'est difficile. Et de toute façon, même si les virus existaient, les virus n'ont pas de capacité de contagiosité. Et ça, ce sont des choses que j'explique dans l'Académie de la santé intégrale et que je vous expliquerai aussi dans certaines des prochaines vidéos. Donc en fait, pour moi, la notion même de contagion, c'est une illusion, c'est un mensonge. Mais la plupart des lanceurs d'alerte qui n'ont pas les connaissances que j'ai au niveau de la vaccination et au niveau de la virologie, continue à être illusionné par le fait de dire « Yes, victoire, regardez, le Congrès américain a fini par reconnaître ce que nous disions depuis 5 ans. » C'est même pas ça. Parce que là, on a une couche plus profonde de mensonges que la plupart des lanceurs d'alerte n'ont pas encore vu, qui est que nous sommes en présence d'une arme de destruction massive nano-biotechnologique. Mais entre-temps, il y a encore eu une autre couche de mensonges qui était la fameuse protéine Spike, sur laquelle un certain nombre de médecins et de scientifiques se sont acharnés aussi, en disant « Oui, mais en fait, les gens tombent malades à cause de la protéine Spike. » Là aussi, c'était une totale illusion. Est-ce que vous comprenez à quel point, en réalité, l'élite mondiale et les ingénieurs sociaux, donc en fait, tout ce que je vous explique depuis des mois au niveau de l'ingénierie sociale, ils ont 50 ans d'avance sur nous. Et ils ont créé un discours avec toute une série de couches, les unes derrière les autres, qui font que chaque fois qu'une des couches est finalement révélée au public, ils finissent par dire « Ouais, ok, d'accord, on a menti », et ils concèdent l'autre couche, mais en sachant que peut-être nous n'arriverons jamais
à savoir quelle est leur véritable intention et qu'est-ce qui est ultimement caché comme vérité au bout de toute cette accumulation de couches de mensonges. Est-ce que vous me suivez? Bien. Et regardez, et là je reprends la notion de clivage, regardez comme cette notion de clivage a été brillamment mise en place. Depuis 5 ans, on pourrait dire, on pourrait croire que l'élite est en panique. J'ai entendu beaucoup de lanceurs d'alerte, je ne citerai pas de nom, mais vous les avez entendus probablement comme moi. Beaucoup de lanceurs d'alerte ont crié victoire en disant « Regardez, l'élite est en panique. L'élite ne sait plus quoi faire. L'élite accumule les erreurs. Regardez, ils ne parviennent même plus à cacher leurs mensonges. On est proche de la victoire. Tenons bon. » Et qui nous dit que finalement, tout ça, c'est encore un jeu d'illusion? Que finalement, ils ont, ils ont volontairement et sciemment fait fuiter un certain nombre d'informations qui nous apparaissent comme des erreurs stratégiques de leur part, pour que nous ayons du grain à moudre, si vous voulez, un os à ronger, mais aussi avec comme conséquence que de plus en plus de gens dans la population s'éveillent, entre guillemets. Suivez-moi bien, parce que en fait, vous allez voir à quel point nous avons été manipulés, y compris nous qui pensions être éveillés. Et quand on a crié victoire en disant hey, « regarde, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des fraudes de Big Pharma, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de l'existence des réseaux pédocriminels, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de l'aberration, du transgenrisme, du wokisme, etc. Il y a de plus en plus de gens il y a de plus en plus d'éveillés. » Oui, mais tous ces gens éveillés, ils sont à bout. Ils sont à bout parce qu'ils viennent de découvrir de façon brutale des choses qu'ils ignoraient 5 ans auparavant. Mais qui vous dit que l'élite n'a pas justement voulu nous mettre dans la face de façon accélérée toute une série de saloperies qu'ils ont faites depuis des dizaines d'années, que ce soit le programme MK-Ultra, que ce soit la manipulation des masses, que ce soit le contrôle du trafic de drogue, que ce soit le capitalisme hors sol, etc. Enfin bon, toutes ces choses-là. Et la population est à bout. Nous sommes à bout. Alors, mais en faisant ça, regardez jusqu'où ça va. En faisant ça, cette élite mondiale a favorisé aussi l'émergence de toute une série de lanceurs d'alerte qui ont pris à bras-le-corps tous ces dossiers pour les dénoncer. Regardez le nombre de bouquins qui sont sortis ces dernières années pour dénoncer la crise Covid et tout ce qui était caché dans la crise Covid, pour dénoncer l'ARN messager, les soi-disant vaccins contre le Covid, pour dénoncer les réseaux pédocriminels. J'ai moi-même soutenu la sortie du film Les Survivantes, réalisé par Pierre Barnérias, etc., etc. Donc en fait, on a été très très nombreux et de plus en plus nombreux de lanceurs d'alerte qui avons pris ça à bras-le-corps et qui avons réinformé la population en disant « Regardez toutes les saloperies qu'ils ont préparées pour nous ». Ce qui fait que, d'une certaine façon, nous, les lanceurs d'alerte, nous avons contribué à faire en sorte que la population est encore plus à bout, encore plus désespérée, encore plus dans un sentiment d'impuissance. Ça va? Donc finalement, si je prends du recul par rapport au rôle que j'ai joué, je ne dis pas lorsque je vous ai donné des conseils pour justement garder votre souveraineté, garder votre intégrité, je dirais que ça, c'est peut-être les meilleures choses que j'ai faites depuis 5 ans.
Mais chaque fois que j'ai contribué à dénoncer des choses qui existaient, en fait, j'étais, sans le savoir et sans le vouloir, instrumentalisé par cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui voulaient mettre la population à bout. Alors, en plus, parce que l'histoire n'est pas finie ici, en plus, ils ont financé des dizaines de milliers de fact-checkers et de trolls pour nous harceler, nous, les lanceurs d'alerte. Ce qui, évidemment, aux yeux de la population qui nous suivait, nous a donné encore plus de légitimité en disant, regardez, hein, si ils se font harceler, il y en a qui se sont fait tuer, s'ils se sont fait censurer aussi, c'est bien la preuve qu'ils ont raison, ces lanceurs d'alerte, et que donc tout ce qu'ils dénoncent est la vérité. Mais ça ne faisait que renforcer encore le sentiment d'impuissance au sein de la population, le fait de se sentir complètement au bout du rouleau, et en plus d'être découragé en disant « Mais comment ça se fait que tous ces gens-là qui sont responsables de toutes ces saloperies, il n'y en a aucun qui est en prison, il n'y en a aucun qui est arrêté ?» Et tous ces Rudi Reichstadt et compagnie, ces parasites, ces cafards, ils peuvent mentir, ils peuvent voler de l'argent public. On ne leur dit rien. Ils sont impunis. Et ça, c'est encore sans compter les infiltrations des milieux résistants. Parce qu'effectivement, les services secrets des différents pays ont envoyé des soi-disant résistants pour infiltrer la résistance, pour ressembler à n'importe quel autre lanceur d'alerte résistant, etc. Mais en réalité, pour discréditer les incorruptibles, je dirais, ou ceux qui sont très solides, et pour essayer de les amalgamer, etc. Et j'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'en fait je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Merci à tous ceux qui m'ont donné des informations sur la table des 700, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de d'où venait ce bazar dont on disait que j'en faisais partie. Et puis j'ai demandé, mais d'où ça vient cette rumeur que Jean-Jacques Reffker en fait partie? Et là maintenant il y a quelqu'un qui m'a donné l'explication, et je remercie cette personne d'ailleurs, qui se reconnaîtra très certainement. En réalité, lorsque j'ai participé à l'émission, la toute première émission de la Une TV en juillet 2021, animée par Richard Boutry, tout à la fin de l'émission, après 3h30, moi j'étais crevé. De toute façon, je n'écoutais même plus les derniers invités parce que j'étais furieux sur Richard Boutry. Richard nous avait promis au départ de n'inviter que 20 personnes pour faire une émission de 3 heures. Puis finalement, il en a invité 40. Et j'avais dit à Richard, j'ai dit, mais attends, on n'aura jamais du temps de parole. Si, mais tout le monde aura de la parole. Bon, en réalité, on n'a jamais eu le temps de parole qu'on souhaitait, et une des dernières personnes à être invitée par Richard Boutry, c'était Gérard Camberlin. Gérard Camberlin, qui est un des fondateurs de la table des 700. Et la personne qui m'a renseigné l'autre jour me dit, mais Jean-Jacques, tu étais à l'émission de Richard Boutry, et Richard Boutry a parlé de la table des 700. Je dis, mais attends, j'ai jamais entendu cela avant il y a 15 jours, 3 semaines. Et effectivement, dans la toute fin de l'émission, mais je vous rappelle que moi je l'écoutais plus parce que j'en avais marre, j'étais furieux sur Richard, d'ailleurs c'est ce qui a provoqué notre rupture. Il a invité Richard Camberlin, qui est un tueur à gages, un gars qui a fait de la prison, quelqu'un qui a fait de l'hôpital psychiatrique, et qui est un gars qui est un infiltré des services secrets français, qui discrédite, qui fait le ménage de différentes façons pour déstabiliser la résistance. Et effectivement, Richard Boutry, en donnant la parole à Gérard Camberlin, lui dit « Oui, mais au-delà de la table des 700, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce qui est en train de se faire au niveau de la Une TV, etc. Hein, parce que oui, la table des 700, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as d'autre à dire, etc. » Donc en fait, Richard prononce 2 ou 3 fois dans sa question
table des 700. Moi, étant donné que table des 700, ça me dit rien, je l'ai même pas entendu. Je l'ai entendu la semaine dernière. Eh bien, voilà pourquoi on dit que Jean-Jacques Crèvecoeur, Chloé Framery et plein d'autres personnes font partie de la table des 700. C'est parce qu'on participait à une émission à laquelle un des invités, c'était le fondateur de la table des 700. C'est un peu faible comme argumentation, donc on clôt le dossier ici de cette table des 700 et on passe à autre chose. Mais n'empêche que les infiltrés, ça existe partout. Il y a des infiltrés dans le Conseil scientifique indépendant, il y a des infiltrés dans l'association qui veut revendiquer l'indépendance de la Haute-Savoie, etc., etc. Enfin, il y a des infiltrés partout. Et c'est vraiment une calamité. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas de regroupement de leaders de la résistance, parce que effectivement, dès qu'on fait un groupe, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc je préfère continuer à travailler seul ou à travailler avec 2-3 personnes que je connais intimement, personnellement, et dont je sais que ce ne sont pas des gens qui jouent un double jeu. Bon. Mais tout ça, à partir du moment où la population est à bout, est poussée à bout, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va espérer? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va appeler de ses voeux? À partir du moment où la plupart des lanceurs d'alerte sont à bout, épuisés par ce combat de 5 ans, qu'est-ce que vous croyez que les lanceurs d'alerte vont appeler de leurs vœux? Quelqu'un qui va nettoyer le marais. Vous voyez qui je veux dire? Quelqu'un qui va nous dire le wokisme, ça n'existe plus. Je ne veux plus entendre parler de transgenre. Il n'y a que 2 sexes, c'est les hommes et les femmes. Ça, c'est les discours de Trump au moment de son investiture. Et tout le monde applaudit en disant « Waouh, c'est génial !» Enfin, quelqu'un qui remet l'église au milieu du village. Trump dit « Je me retire de l'OMS ». Tous les lanceurs d'alerte applaudissent. « Je me retire des accords de Paris au niveau du changement climatique parce que tout ça, c'est fake. C'est fake. » Et tous les lanceurs d'alerte, ou quasiment tous les lanceurs d'alerte, applaudissent, sans se rendre compte que pendant que Trump est en train de déclarer ça, lui, il est déjà en train de servir un autre agenda. Quand Musk a racheté Twitter, la plupart des lanceurs d'alerte ont applaudi Elon Musk en disant « Ah, on va retrouver la liberté d'expression ». Bon, c'est une liberté qui est tout à fait relative parce qu'il y a pas mal de gens qui, eux, ont la clairvoyance, qui se font virer de X, hein, c'est-à-dire l'ex-Twitter. Et en fait, quand vous analysez les comportements et les choses que Trump est en train de mettre en place, quand vous analysez ce que Elon Musk est en train de mettre en place, vous vous rendez compte que, sous prétexte de nous débarrasser de Big Pharma en ne finançant plus l'OMS, ils mettent en place un projet qui va leur coûter 500 milliards de dollars et qui va remplacer la plupart des médecins par de l'intelligence artificielle avec des capteurs qui seront à l'intérieur du corps des individus et qui alerteront des immenses centres de données chaque fois que la moindre trace de tumeur cancéreuse sera détectée dans le corps des individus. Et là, l'intelligence artificielle va fabriquer des vaccins à ARN messager en 48 heures, mais ce sera un vaccin personnalisé qui sera uniquement valable pour vous et qu'on va vous injecter pour prévenir le développement de votre cancer. Si ça,
ce n'est pas les prémices d'un régime de surveillance généralisée et totalitaire, je ne sais pas ce que c'est. Et finalement, 1984, avec Big Brother is watching you, en fait, on est très loin de Big Brother is watching you, parce que watching you, c'est le grand frère est en train de vous regarder de l'extérieur. Mais là, en fait, on a fait un pas supplémentaire. C'est que le watching, c'est avec les nanoparticules, les nanorobots qui sont à l'intérieur de votre corps, qu'on va vous injecter dans votre corps, les petits amis, eh bien, on va pouvoir savoir tout ce qui se passe. On va pouvoir vous géolocaliser à tout moment, grâce aux centaines, aux milliers de satellites qui ont été mis en place autour de la planète par Elon Musk. Tiens, Elon Musk, c'est pas le gars, le copain de Trump, là? Et grâce à ces satellites qui vont couvrir la Terre entière, on va pouvoir à tout moment vous géolocaliser, c'est-à-dire que vous n'aurez plus aucune possibilité de vous cacher. Mais pire que ça, si on détecte le moindre début de tumeur cancéreuse, ce qui est absolument pas effrayant puisque en fait on le sait, qu'en fait nous commençons des petits cancers de façon très régulière et notre système immunitaire fait le boulot pour éliminer les quelques centaines ou les quelques milliers ou les quelques millions de cellules cancéreuses parce que le stress qui a été à l'origine de ce démarrage de cancer, 3 jours plus tard il est réglé et donc 3 jours plus tard les quelques cellules cancéreuses ou donc les quelques millions de cellules cancéreuses sont éliminées de façon tout à fait naturelle. Eh ben non, là, on va vous obliger à vous faire vacciner avec un vaccin créé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous rendez compte que finalement, lorsque on applaudit Trump parce que, en fait, et pourquoi est-ce qu'on a voté pour Trump? C'est parce que justement, on ne voulait plus le wokisme, le réchauffement climatique, on ne voulait plus la fraude de Big Pharma, on ne voulait plus la dictature de l'OMS, on ne voulait plus les réseaux pédocriminels, on ne voulait plus tout ça. Et Trump est en train de mettre en place des choses bien pires que ce que nous ne voulons plus, mais ça, on ne l'a pas vu. Et c'est là où je veux interpeller la plupart de mes collègues lanceurs d'alerte. Alors je ne sais pas qui m'écoute parmi les lanceurs d'alerte, mais vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être vu ma deuxième émission avec Richard Boutry, qui vient dire en début d'émission que nous sommes des grands amis, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, etc. Bon, je suis désolé, on n'est pas amis. D'ailleurs, j'ai appelé Richard le lendemain en disant « Richard, nous ne sommes pas amis. Je suis désolé. Alors tu arrêtes ça. » Hein? Tu arrêtes? Oui, mais c'est comme ça qu'on fait dans les médias. Je dis oui, c'est comme ça qu'on fait dans les médias mainstream, mais nous ne sommes pas amis. Donc, tu arrêtes d'embellir notre relation. Moi, je viens faire une prestation la plus professionnelle possible dans ton émission. Ça me donne une visibilité sur YouTube puisque je suis viré de YouTube. Et toi, ça te permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi. C'est gagnant-gagnant, mais on en arrête là. Bien. Mais je me demande quand des personnes comme Richard Boutry qui disent « Oui, mais enfin, Trump est quand même, c'est quand même quelqu'un qui fait des choses bien, etc. etc. » Vous voulez savoir ce que Trump fait au niveau de la bande de Gaza? Eh bien, je vais terminer mon émission par ça. Je vais vous montrer un petit montage de 4 minutes qui a été fait et qui met en parallèle les projets d'une organisation de colons sionistes qui sont dirigés par une femme qui s'appelle Daniela Wise, d'une part, et des discours de Trump. Alors, l'émission sur les colons sionistes, elle date, je crois, de mars 2024, et les discours de Trump datent de février 2025, donc il y a quelques jours. Et vous allez voir à quel point le discours de Trump est un copier-coller du discours de ces colons sionistes qui n'attendent qu'une seule chose,
c'est de recoloniser la bande de Gaza. Donc, je vais vous montrer cette petite vidéo en l'arrêtant de façon régulière pour que vous puissiez comprendre, parce que évidemment j'ai pas eu le temps de faire les sous-titres et je ne mettrai pas les sous-titres en français, je ne mettrai même pas les sous-titres en anglais, mais je vais simplement vous traduire l'essentiel de ce que vous allez entendre de la part de Trump et de la part de cette organisation de colons sionistes. D'accord ? Bon, accrochez-vous, parce que là, si vous aviez encore quelques illusions sur Trump et les intentions de Trump, je pense que ça va être dur comme réveil. Mais dites-vous bien qu'une chose, ce n'est qu'une nouvelle couche de mensonges sur laquelle nous allons buter, mais qui cache peut-être une autre couche de mensonges, qui elle-même va cacher encore une autre couche de mensonges, etc. Et je ne sais pas quand ça va se terminer. Et c'est là où je pense que la seule attitude possible, c'est de reprendre notre souveraineté spirituelle en tant qu'être humain, parce que de toute façon, nous ne gagnerons jamais ce combat contre cette minuscule minorité de psychopathes, génocidaires, milliardaires. Et donc notre seule planche de salut, c'est notre souveraineté spirituelle, et peut-être que nous en mourrons, mais au moins nous mourrons en ayant sauvé notre âme. Parce que, vous voyez, quand je vous disais en tout début de cette émission que dans les jeux de pouvoir, il y a toujours une distorsion entre le message explicite et le message implicite, vous avez entendu Trump, avant l'élection, dire « Je vais mettre fin au bordel dans la bande de Gaza, de Metz, in Gaza Strip ». Ben, vous allez voir comment il va mettre fin au bordel dans la bande de Gaza. Évidemment, nous, la plupart d'entre nous, nous avons compris, yes, il va faire la paix à Gaza. Il va imposer à Israël la paix à Gaza. De la même façon qu'il va imposer la paix en Ukraine. Ben, attendez, vous allez voir dans cette petite vidéo, les choses sont extrêmement différentes. Allez, on y va. Voilà, si vous êtes prêts, nous allons visionner ensemble et j'arrêterai régulièrement le petit film de 4 minutes qui est un reportage de CNN pour vous faire la traduction le mieux que je peux. Donc s'il y a quelques petites erreurs, ne m'en veuillez pas, je ne suis pas un traducteur professionnel, mais je pense que je ne vais pas trahir l'esprit de ce qui est dit dans cette petite vidéo de 4 minutes. On y va. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. Je pense que le potentiel dans la bande de Gaza est incroyable. Nous avons une opportunité de faire quelque chose qui pourrait être phénoménal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Et je ne veux pas être gentil, je ne veux pas être un homme, un gars qui est considéré comme sage, mais je pense que la Riviera du Moyen-Orient pourrait être quelque chose de magnifique. Now these settlers have set their sights on a new prize. One that seemed utterly impossible before October 7th. Donc là, on passe au reportage maintenant de CNN et ils disent maintenant les colons israéliens ont jeté leur dévolu sur un nouveau prix qui leur semblait tout à fait impossible à atteindre avant le 7 octobre 2023. Returning to Gaza, they cheer. Retourner à Gaza, crient-ils, donc les enfants. That is the goal of Zionist settler organization Nahala. C'est le but de l'organisation des colons sionistes qui s'appelle Nahala. One of more than a dozen groups now advocating for the re-establishment of Israeli settlements in Gaza. Un des 12 groupes qui militent pour la réinstallation,
et donc la recolonisation de la bande de Gaza. A recent promotional video even boasts that Gaza will become the next Riviera. גם חיצונית לבנות ריביירה מדהימה. Et une récente vidéo, faisait la promotion de l'idée que la bande de Gaza pourrait devenir une nouvelle Riviera. Donc, vous voyez l'écho entre cette organisation sioniste de colons et le discours de Trump. On continue. The Riviera of the Middle East, this could be something that could be this could be so magnificent. Donc là, c'est une répétition. Donc la Riviera du Moyen-Orient pourrait être quelque chose de tellement magnifique. Daniela Weiss is the godmother of the movement. She's already started recruiting from the 700,000-strong settler community of Israel. Daniela Weiss est la grand-mère de ce mouvement. Elle a déjà commencé à recruter parmi les 700 000 communautés de colons. Weiss's views, traditionally seen as extreme in Israel, have become more popular since October 7th. Les vues et les conceptions de Daniela Weiss étaient considérées jusqu'à présent comme extrémistes en Israël, mais sont devenues beaucoup plus populaires depuis le 7 octobre. In late January, jubilant crowds packed an auditorium in Jerusalem for the Victory of Israel Conference, calling for the resettlement of Gaza. En janvier dernier, donc en janvier 2024, une foule très nombreuse célébrait le succès et la victoire de la conférence à Jérusalem qui militait pour la recolonisation de Gaza. They think Palestinians should be deported from Gaza to make way for Israeli settlers. Ils pensent que les Palestiniens devraient être déportés de la bande de Gaza pour laisser la place aux Israéliens. At least 10 Israeli government ministers attended the meeting, arguing to resettle Gaza. Au moins 10 ministres du gouvernement israélien ont participé, ont assisté à cette conférence en disant qu'il fallait recoloniser Gaza. There will be no Arabs in the Gaza Strip. Il n'y aura pas d'Arabes dans la bande de Gaza. I want them out of Gaza, and we'll use different methods. One of them is not to give them any humanitarian aid, so the countries of the world will have pity on them and take them. Nous les voulons hors de Gaza et nous utiliserons différentes méthodes pour y arriver. Une des méthodes que nous allons utiliser, ce sera d'interdire l'aide humanitaire, de telle sorte que les autres les autres pays auront pitié d'eux et les accueilleront. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous avez bien entendu là. On interdira l'aide humanitaire de telle sorte que les autres pays vont avoir pitié d'eux et vont les accueillir. It's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. Écoutez ce que Trump dit, en écho, je dirais. Il n'y a que la mort à Gaza. Et ça se passe depuis des années. Il n'y a que la mort, dit-il. Et nous voulons créer des zones qui permettront à ces gens de se réinstaller de façon permanente. Et donc là, on peut se demander, mais de qui il parle? Et je pense qu'il parle de deux groupes de gens différents. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est à la fois, on va créer des lieux pour que les gens puissent se réinstaller de façon permanente, c'est-à-dire les Arabes qu'on va mettre en dehors de la bande de Gaza, et en même temps, on va créer des lieux pour permettre aux colons israéliens, aux colons juifs, aux colons sionistes, de se réinstaller à Gaza. Donc en fait, je pense que là, sa phrase peut être comprise de deux manières différentes. Et là, il est interpellé par un journaliste qui lui demande... How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1.7 million people, 1.7 million, maybe 1.8 million. But I think all of them. Et donc le journaliste lui demande, mais vous pensez à combien de personnes qu'il faut déplacer? Et Trump répond, tous. Je pense que là on parle de 1,7 million, 1,8 million de personnes à déplacer.
No Arab, I'm speaking about more than 2 million Arabs. Et donc, elle, dans une interview de la BBC, elle dit, en fait, on parle à peu près de 2 millions d'Arabes dans la bande de Gaza. They will not stay there. We, Jews, will be in Gaza. Ils ne resteront pas là. Nous, les Juifs, nous voulons Gaza. Écoutez Trump. The U.S. will take over the Gaza Strip. Je répète la phrase de Trump. The US will take over the Gaza Strip. Ça veut dire les USA, les États-Unis d'Amérique, vont reprendre, take over, la bande de Gaza. C'est même pas Israël va reprendre la bande de Gaza, c'est les États-Unis vont reprendre la bande de Gaza. Je répète, les États-Unis vont reprendre la bande de Gaza. Donc non seulement il va prendre le Groenland pour des raisons de sécurité, il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis, il veut reprendre Panama, et là maintenant, il veut prendre la bande de Gaza. Il veut reprendre la bande de Gaza. Hein, vous entendez, hein? We'll take over. Nous allons reprendre la bande de Gaza. Bon, c'est pas fini, hein? Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Nous allons niveler le site, nous allons nous débarrasser des immeubles détruits et nous allons installer, nous allons créer un nouveau développement économique et énormément de métiers, énormément d'emplois dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la construction. This is the vision of Gaza, she says. A map has already been drawn up, with 6 groups laying claim to different parts of the enclave. Et ceci est la vision de Gaza. Une carte a déjà été révélée qui dévoile les plans de la recolonisation de Gaza. Et il y a 6 groupes qui réclament déjà des parties de la bande de Gaza, hein, qui sont donc sur la carte. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, and it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area. Et donc là, Trump parle d'enclaves. Donc il dit, en fait, on va créer des enclaves pour eux. Et un des pays pourrait être l'Égypte, un autre la Jordanie, peut-être d'autres pays encore. Et on pourrait faire 4, 5, 6 régions différentes pour relocaliser les Palestiniens de la bande de Gaza. En fait, quand vous y réfléchissez, il est en train de faire exactement la même chose que les envahisseurs français et britanniques lorsqu'ils ont conquis l'Amérique du Nord et qu'ils ont finalement confiné les autochtones, ceux qu'on a appelés les Amérindiens, mais qui est une connotation très péjorative. Les Amérindiens sont dans des réserves. Eh bien, c'est exactement ce que Trump est en train de préparer pour les 2 millions de Palestiniens qui vont être déportés. La déportation, ça ne résonne pas d'une drôle de façon pour vous au niveau de l'histoire de l'Europe? Hein? Je vous dis ça, je dis rien. The world will absorb the people of Gaza. Écoutez ça. Le monde va absorber les gens de Gaza. Donc, débarrassez-nous de ces Arabes, on n'en veut plus. How we do it? We encourage it. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? Nous allons les encourager. Would Palestinians have the right to return to Gaza if they left while the rebuilding was happening? Et donc, il y a un journaliste qui interpelle Trump en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec le droit de revenir sur leur terre si les Palestiniens quittent pendant la reconstruction? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de revenir ?»
It would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Et là, il ne répond pas à la question. Il dit nous espérons que nous allons faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment bon, mais pour ces gens, mais de toute façon, ils ne voudront pas revenir. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et il va réexpliciter ça un petit peu plus tard, vous allez entendre. Palestinians in Gaza who wish to remain in Gaza, are you saying they should be forced to go? Alors, la journaliste de la BBC dit oui, mais les Palestiniens à Gaza qui souhaitent rester à Gaza, hein, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils vont être forcés de s'en aller? Écoutez la réponse machiavélique de la bonne femme là. Palestinians in Gaza, the good ones, will be enabled. I'm not saying forced, I say enabled because they want to go. Les Palestiniens, les bons, seront autorisés à partir. Je n'ai pas dit qu'ils étaient forcés de partir. Je dis qu'ils seront autorisés parce qu'ils veulent partir. If they don't want to go. No, they won't. Et la journaliste qui dit oui, mais s'ils ne veulent pas partir. Et Daniela Weiss répond non, ils veulent partir. If they don't. The Arabs want to go. If they don't want to they go. want to go. Et donc la journaliste insiste en disant oui, mais s'ils veulent. Non, les Arabes veulent partir de Gaza. Et donc la journaliste insiste à nouveau. Oui, mais s'ils ne veulent pas partir, et donc, non, ils veulent partir. Donc vous voyez le dialogue de sourds, là. And the only reason they want to go back, and I believe this strongly, is because they have no alternative. Et donc là, Trump dit exactement la même chose en disant, mais attends, pourquoi est-ce qu'ils voudraient revenir? Et de toute façon, ils n'ont pas d'alternative. If they don't, what happens? The normal people don't want to live in hell. Et voilà l'argument massu. Hein, et elle se tape la tête en même temps en disant « Les gens normaux ne veulent pas vivre en enfer ». Écoutez ce que Trump dit. C'est du copier-coller. Hein. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Why would they want to return? The place has been hell. Ils vivent en enfer. C'est comme s'ils vivaient en enfer. Ils vivent en enfer, dit-il. Alors pourquoi est-ce qu'ils voudraient retourner? Cette place est devenue un enfer. On se demande à cause de qui, hein? What you're talking about sounds like a plan for ethnic cleansing. Donc la journaliste lui dit, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire là, ben, ça résonne comme une épuration ethnique, hein, ethnic cleansing. You can call it ethnic cleansing, you call it the refugees, whatever you want. Vous pouvez appeler ça de l'épuration ethnique, vous pouvez appeler ça des réfugiés, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En fait, de nouveau, si on prend un petit peu de recul et qu'on s'interroge sur le 7 octobre, qui en fait a été le déclencheur de tout je dirais, de toute cette mascarade. Si vous regardez les faits, dans la semaine qui a précédé le 7 octobre 2023, l'armée israélienne qui gardait la frontière s'est retirée. Donc on a donné l'ordre à l'armée israélienne de se retirer. Alors que normalement, une frontière aussi sensible, avec le Hamas de l'autre côté, on ne la laisse pas sans surveillance. Et pourtant, ils se sont retirés. Et pourtant, et ça plusieurs observateurs l'ont souligné, on savait depuis plusieurs mois que le Hamas était en train de préparer une invasion ou une tentative d'invasion d'Israël. Mais l'armée israélienne, au moment où ils ont appris que le Hamas était sur le point d'envahir, ils se sont retirés pour permettre au Hamas de rentrer dans le pays et de faire des otages et de faire des morts. À partir de là, Israël avait l'excellente raison, l'excellent prétexte de pouvoir se défendre. Donc, ils ne sont pas apparus comme des agresseurs, ils sont apparus comme
des pauvres gens qui se sont fait agresser, qui se sont fait envahir et qui avaient un droit légitime à se défendre. Sauf que cette défense a été totalement disproportionnée et s'est transformée très vite en un génocide humanitaire. Et quand vous entendez la folle furieuse là, qui dit de toute façon, une des façons dont on va les convaincre de foutre le camp de Gaza, c'est que nous n'allons pas leur donner de l'aide humanitaire. De telle sorte que les pays vont avoir pitié d'eux et vont les récupérer chez eux. Vous voyez? Et si on rajoute 2 éléments encore, toujours par rapport à cet événement du 7 octobre, que d'une part, le Hamas était financé depuis des années par Israël, c'est-à-dire, en fait, le soi-disant ennemi d'Israël était financé par Israël. C'est-à-dire, on est de nouveau dans une illusion de clivage. On a de bad guy et de good guy, sauf que le bad guy et le good guy sont de mèche l'un avec l'autre. Si vous ajoutez aussi du fait que maintenant c'est établi par je ne sais plus quel organisme humanitaire que l'armée israélienne a elle-même tiré sur des civils israéliens en faisant croire que c'était le Hamas qui avait massacré des civils israéliens, vous comprenez que le tableau est vraiment complet pour justifier le fait que, là maintenant, il faut qu'on se débarrasse de ce problème gazaoui et il faut qu'on se débarrasse des Arabes dans la bande de Gaza. Et Trump, vous voyez la distorsion entre le message explicite et le message implicite, Trump qui dit « si je suis élu », je vais régler ce foutoir de Gaza en 2 temps, 3 mouvements. Maintenant, on a compris comment il voulait le régler, c'est-à-dire il va déporter quasiment 2 millions de Palestiniens en Égypte, en Jordanie et dans d'autres pays. Il va faire des réserves, 4, 5, 6 réserves, de la même façon qu'au Canada et aux États-Unis, nous avons des réserves qui ont enfermé, qui ont confiné de façon définitive les Amérindiens dans des conditions absolument misérables, et pour en faire une Riviera pour ultra riches qui sera à la disposition des millionnaires et des milliardaires de ce monde. Elon Musk a publié sur son compte Twitter il y a quelques jours que les premières mesures qu'il avait faites dans le cadre de ses fonctions DOGE, Department of Government Efficiency, et qu'il avait supprimé 104 contrats qui étaient, je dirais, négociés avec différents départements, différentes instances du gouvernement américain, et que ça lui avait permis déjà d'épargner $1 milliard. Figurez-vous que, je rappelle que le premier invité à la Maison-Blanche depuis que Trump est en place, c'est Benjamin Netanyahou, qui est accusé de génocide. Mais le premier qu'on invite, c'est Netanyahou. Je rappelle qu'en 2017, lorsque Trump a pris ses fonctions, le premier lieu qu'il a été visité et où il a été rendre hommage, c'était les milieux sionistes aux États-Unis. Cette fois-ci, il a fait mieux, puisqu'il a invité carrément un criminel de guerre à la Maison-Blanche, et il a promis. Donc le milliard qui vient d'être épargné au niveau du gouvernement a été transféré et donc ils ont insisté, Musk et Trump, ils ont insisté pour que le Sénat approuve un budget de $1 milliard en armement pour Israël. Alors, si c'est comme ça que vous pensez que Trump va être un être de paix qui mériterait le prix Nobel de la paix, comme Obama, par exemple, eh bien, je pense que nous rêvons, vous rêvez, en couleur. Voilà, les amis. Donc, je viens de vous livrer une pilule rouge assez indigeste, mais je vous dirais pour terminer que ça nous renvoie encore davantage
à la seule chose sur laquelle nous avons une prise. Et ce sur quoi nous avons une prise, c'est notre souveraineté, notre indépendance et notre connexion à nos valeurs les plus profondes. Quoi qu'il arrive autour de nous, restons connectés les uns aux autres et restons connectés à notre être essentiel. C'est la seule chose que je peux vous dire. Je suis désolé, la réalité est ce qu'elle est, et j'espère que de plus en plus de lanceurs d'alerte vont ouvrir les yeux rapidement sur la véritable nature de cet écran de fumée qui est en train d'être mis en place de façon diabolique par Trump et son équipe. Je vous remercie et je vous invite à prendre un bain de jouvence et un bain de fraîcheur en allant visionner ma première vidéo gratuite de formation qui s'intitule « En finir avec l'inconscience relationnelle ». Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de réveiller votre conscience, mais vraiment cette fois-ci, et pas d'éveiller votre conscience à une nouvelle illusion, ce qui est bien entendu quelque chose qui ne nous apportera pas grand-chose à long terme. À très bientôt, prenez bien soin de vous.